Aujourd'hui, je suis à Montmartre, chez Cozy, et on va interviewer Antoine Levu sur les visites mystères. Bonjour Antoine. Bonjour Magali. Aujourd'hui on est à Montmartre et du coup pour parler de Cozy et de l'expérience client, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et du coup de Cozy, comment c'est venu et comment ça a été créé? Bien sûr. Du coup moi c'est Antoine, je suis fondateur de Cozy et j'ai fondé Cozy en 2013, donc ça fait quand même pas mal de temps, mais le concept de Cozy n'a pas toujours été celui-là. Actuellement, le concept que l'on a trouvé, qu'on développe, c'est le concept de All Week Brunch and Coffee. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, en tout cas, All Week Brunch and Coffee, c'est de proposer des plats qu'on a plaisir à manger, qu'ils soient 10h du matin ou qu'ils soient 14h. Parce qu'au final, des œufs bénédicts, des pancakes aux fruits ou une gaufre au poulet frit, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de manger ça que le samedi ou le dimanche? On peut avoir envie de manger ça toute la semaine. Donc ça, c'est le concept derrière Cozy. Et ensuite, café de spécialité, parce que au final, c'est vraiment quelque chose qui va très bien avec le brunch, de proposer des cafés de très grande qualité, innovants, avec des recettes qui sortent de l'ordinaire. Toi, là, tu es en train de boire un matcha vanille au lait d'avoine. Moi, c'est un café filtre du moment qu'on change régulièrement. On est sur Honduras, je crois, en ce moment. Et vraiment, j'adore ça. Là, j'ai parlé de Cozy en tant que brunch maker, c'est-à-dire autour des produits, quel type de produits on va proposer. Mais en réalité, au-delà des produits, ce que moi je souhaite proposer avec Cozy, c'est une énergie. C'est-à-dire que moi j'ai toujours adoré le matin, c'est vraiment mon moment préféré. Pourquoi? Parce que le matin, tout est possible. Le matin, on se lève, on ouvre la fenêtre, il fait beau, on peut prendre sa feuille blanche, son stylo et commencer à écrire l'histoire que l'on souhaite. Tout est possible. Et en fait, Cozy s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que avec Cozy, avec un café, avec un matcha, avec un pancake, on te donne l'énergie pour que toi, tu puisses ensuite réaliser tes rêves. Et c'est vraiment ça l'expérience de Cozy, c'est être là à tous les moments de la journée pour t'accompagner, pour que tu puisses réaliser l'histoire que tu souhaites écrire. Le premier Cozy, c'était où? Alors, le premier Cozy, c'était dans le 7e, à l'école militaire. D'ailleurs, il existe toujours. On était tout jeunes à l'époque quand on a ouvert ça. Moi, je sortais d'école et c'était pas le même concept, puisque le concept à l'époque, c'était un salon urbain. Alors, c'est quoi un salon urbain? C'était l'idée de proposer la chaleur de chez soi dans la ville, dans l'espace urbain, d'où le salon urbain. Et on proposait des cakes, des quiches avec des boissons à base de café, mais beaucoup moins élaborées que maintenant, et avec des fauteuils, avec des canapés. On faisait des horaires colossales. On ouvrait à 7h du matin, on fermait à 22h, on travaillait 6 jours sur 7. Et franchement, ça a été très très difficile parce qu'on n'y connaissait rien. On n'est pas de la restauration, on n'avait évidemment jamais créé d'entreprise. On était juste armés de notre force, de la jeunesse, on va dire, probablement de notre ignorance aussi. Quelque part, je pense que souvent, tu écris les plus belles histoires quand tu n'as pas idée du travail que ça va te demander. Certainement. Quelque part une certaine forme d'insouciance aussi. Et heureusement qu'on l'a fait, donc c'était très difficile pendant un an, où on faisait vraiment très peu de chiffre d'affaires. Mais après, les clients qui venaient, ils appréciaient le moment. Et justement, au bout de un an, on a commencé à, sans le savoir, c'est des clients qui nous l'ont dit, qu'on s'était hissé. À l'époque, c'était TripAdvisor qui était vraiment le gros réseau social voyage le plus important pour noter les expériences de voyage, de restaurants, etc. Et des clients nous disent, vous savez que vous êtes numéro 3 sur Paris, dans les restaurants. Genre, il y en avait 10 000. Et nous, on proposait des cafés et des quiches. Et on dit, ah bon? Et on a commencé à lire les reviews. Et les gens, ce qu'ils disaient, c'était
qu'est-ce qu'on a passé un bon moment chez Cozy, Antoine et Romain, Romain c'est mon cousin et mon associé. Qu'est-ce qu'ils étaient sympas, ils nous faisaient nous sentir chez nous, le sourire, l'intérêt véritable pour nous. Franchement, on y allait tous les jours pendant notre voyage. Et au fur et à mesure, le fait qu'on soit bien noté a fait venir plus de monde, a fait augmenter un petit peu notre chiffre d'affaires. Et on a pu décider d'ouvrir un deuxième Cozy. Et on a fait évoluer le concept à ce moment-là. Donc moi, c'est ce que j'appelle la première métamorphose de Cozy, parce qu'il y a eu plusieurs métamorphoses. Pourquoi métamorphose? Parce qu'on n'a pas eu de transformation radicale de notre essence, c'est plutôt notre forme qui a évolué. Et donc le deuxième établissement a ouvert dans le 8e, rue de Ponthieu. Et là, le concept, c'était toujours restauration simple, rapide, de qualité, mais plus élaborée, tu vois, avec des plats chauds où tu pouvais te servir dans un frigo, et une offre coffee shop un peu supérieure. Et donc on a commencé à bien fonctionner comme ça avec Cozy à l'école militaire et Cozy dans le 8e. Et en 2015, je me balade dans la rue. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de coffee shop à Paris. C'est vraiment arrivé il y a 2 ans, 3 ans. Et on était parmi les premiers, il n'y en avait pas beaucoup encore. Et je me balade dans la rue et je me rends compte que les coffee shops que je connaissais, les peu de coffee shops qui existaient, avaient le plus de monde, le plus de clients, le week-end. Alors que nous, le week-end, non seulement le week-end, on faisait le moins de chiffre d'affaires de la semaine, mais en plus, on était fermé le dimanche. Et je me suis dit, pourquoi? Comment ça se fait? Et je me suis rendu compte que le week-end, ces coffee shops, ils proposaient une offre différente de la semaine, avec des assiettes composées de plein de petites saveurs à manger, comme du boulgour, du quinoa, un œuf au plat, un œuf à la coque, de la charcuterie. En fait, une offre brunch, mais brunch de l'époque, d'il y a 10 ans. C'était ce qui plaisait à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ce que proposait le pain quotidien, par exemple, à l'époque. Ouais. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas une offre différente le week-end de la semaine? Et c'est là où on a commencé à tester, dans le premier Cozy à l'école militaire, une sorte d'offre binaire, avec en semaine l'offre classique, restauration rapide, de qualité et café, et le week-end, offre brunch servi à table. Pourquoi servi à table? Parce que je pense que le week-end, on a envie de se faire un peu coucouner, on a envie qu'on prenne soin de nous, on n'a pas envie de manger un sandwich dans un emballage en plastique. Sauf exception. Et donc, c'est ce qu'on a lancé. Et en l'espace de 6 mois, ça a explosé. On est passé de le week-end, c'est là où on fait le moins de chiffre d'affaires, à le week-end, ça représente 50% de notre chiffre d'affaires. Incroyable. Et là, tu as développé en fait le concept à la faveur en fait de toutes ces opportunités. Et donc là, pour moi, ça a été la deuxième métamorphose où le brunch est apparu. Et donc, armé de ça, on a ouvert en 2017 un 3e Cozy qui, pour moi, représente la 3e métamorphose, puisque ça a vraiment c'était rue Lafayette, à Richelieu-Drouot, quartier plutôt bureau, où on avait vraiment on avait une offre de restauration rapide assez importante pour le matin, avec une vraie offre de café. On avait beaucoup de clients qui venaient juste pour prendre le café à emporter le matin. Quand je dis le café, évidemment, ça peut être flat white, latte, matcha, pas juste l'espresso. Et le week-end, offre de brunch. Et on a lancé ça en 2017. Ça a bien fonctionné. Et il a fallu attendre 2019 pour que je me dise, mais au final, pourquoi est-ce que, ce que je disais au début, pourquoi le brunch, on en aurait envie que le samedi et le dimanche? Pourquoi un avocado toast, un bun au poulet frit, des gaufres, saumon fumé et avocat, pourquoi on en aurait envie que le week-end? Pourquoi pas également en semaine? Et donc, on a décidé de lancer le All Week Brunch, toute la semaine donc, à école militaire, dans le 7e, fin 2019, donc en septembre 2019.
J'avais préparé un menu, j'avais préparé une carte, c'était très très bon. Les clients, je pense, étaient impatients qu'on fasse ça. On le lance. Et là, catastrophe. Ça marche pas. Ça cartonne plus qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ah! Mais pourquoi catastrophe? Catastrophe, ça marche. Et pourquoi? Simplement parce qu'on a réalisé qu'on n'était pas du tout prêt et que switcher d'un concept où tu as restauration, service au comptoir en semaine sur 5 jours, à restauration à table le week-end sur 2 jours, à restauration à table tous les jours, c'est trop. Ce n'est pas le même métier. Non. Ce n'est pas le même métier. Et non seulement on n'était pas, moi à titre personnel, comme je te dis, j'ai pas fait d'école de cuisine ou d'hôtellerie, je ne savais pas faire. Je ne savais pas faire. J'en parle d'ailleurs dans un de mes posts sur LinkedIn, je raconte tout cet épisode-là et je dis, j'avais l'impression pendant ces 4 jours qu'a duré cette expérience, ça a duré 4 jours, que je me battais, j'essayais de gravir chaque jour une vague que juste était trop grande pour moi parce que je n'avais pas l'expérience de faire, je ne savais pas faire. On était en rupture sur tous les produits, les clients attendaient pendant 1 heure leur plat, enfin, c'était vraiment très compliqué. Et en plus de ça, le local avait été construit, on va dire 8 ans plus tôt, pour accueillir 4 salariés avec les 30 000 € en poche qu'on avait à l'époque à la sortie des études. Quoi. C'est à cette époque-là où les gens faisaient la queue et il y avait Instagram, ça, ou c'est plus tard? Non, il y avait déjà, ça faisait déjà la queue dehors. Ça faisait déjà 3 ans qu'on avait lancé Instagram et que ça fonctionnait bien. Et du coup, on décide au bout de 3 jours de faire machine arrière, de revenir à l'ancien concept. Et donc restauration rapide en semaine, brunch le week-end, mais avec un plan. Et le plan, c'était, on recrute un chef exécutif pour orchestrer toute la cuisine, on refait entièrement le local pour le rendre en adéquation avec nos besoins actuels de personnel, d'efficacité, de concept. Du coup, on a lancé le vrai All Week Brunch dans un cosy bosquet entièrement refait en février 2020. Et là, ça a été la métamorphose finale de Cozy pour devenir le All Week Brunch and Coffee. Je passe sur la période Covid parce que pour nous, ça a plutôt été un accélérateur de croissance plutôt que quelque chose qui nous a ralenti. Ça a vraiment été un catalyseur pour nous. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est à Montmartre. Oui. Donc cette boutique, elle a toujours été, enfin ce concept, il a toujours été le nouveau concept. Oui. Et donc ensuite, en 2020, on a donc ouvert Cozy Bosquet. Rue de Pontieux, on l'a vendu parce qu'on ne pouvait pas faire de cuisine, donc ça ne nous servait à rien. C'était plus compatible avec notre concept, donc on l'a vendu. Lafayette, on l'a transformé en Cozy All Week Brunch, donc on a fait des travaux, ça c'était en 2021. En 2022-2023, on a ouvert Cozy Notre-Dame, donc, qui était le 3e Cozy sur le concept de All Week Brunch, qui est rue du Petit Pont à côté du quartier latin et de la cathédrale Notre-Dame. Et en 2024, on a ouvert Cozy Montmartre, où on se trouve actuellement, qui est notre plus grand. On a 90 places assises sur la place très très iconique des Abbesses, avec le mur des Je t'aime. Et en fait, on se rend compte que maintenant, avec Cozy, ce qu'on aime beaucoup faire comme lieu et là où on aime s'implanter, c'est dans des lieux qui font un peu village. Voilà, la place des Abbesses, ça fait un peu village, c'est piéton, il y a les gens qui passent, ils s'installent en terrasse, il fait beau, il y a le soleil. Et j'adore ce côté intérieur-extérieur. Moi, je suis un tournesol, moi, je suis quelqu'un de très solaire et j'ai besoin de rechercher cette lumière. Et ce lieu est très lumineux et je recherche maintenant cette lumière aussi quand on ouvre des nouveaux Cozy. Et voilà un petit peu pour l'ouverture de Cozy Montmartre. Donc on a beaucoup parlé du produit, des lieux qui sont très importants dans le concept. L'expérience client, j'imagine que ça passe aussi par un recrutement de tes équipes très pointu, une partie qui est liée à comment on accueille son client, d'avoir la même expérience finalement dans chacun des Cozy, qu'on soit à Notre-Dame, oui. à Montmartre, dans chacun de tes villages. Oui. Comment en fait vous avez un peu conçu en fait cette façon d'accueillir? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est plutôt cool? Comment vous avez un peu créé vos standards d'accueil, standards de service? Bien sûr.
Je pense que c'est quelque chose au final qui est très personnel. Donc Cozy, ça a été créé en famille avec mon cousin. Et on a les mêmes valeurs, on a été éduqués pareil. Et donc je pense que ça se ressent aussi dans la façon dont d'abord nous on a été à l'accueil, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a travaillé dans les Cozy à faire exactement la même chose que ce que font tous nos collabs, c'est comme ça qu'on appelle nos salariés en interne, les collabs, à faire exactement la même chose que font tous nos collabs. Moi c'était jusqu'en 2018. Donc de 2013 à 2018, quoi. C'était comme une longue période où j'ai pu affiner ce qui, pour moi, était important dans le cadre du service client. Et je me rends compte que, autant en tant que client, quand je vais dans un autre établissement, ça ne me dérange pas, par exemple, qu'on s'adresse à moi de façon familière. C'est pas quelque chose qui me dérange, autant c'est pas ce que je souhaitais pour Cozy. Je souhaitais un ton qui soit à la fois chaleureux, décontracté, mais quand même professionnel et pas familier. Donc ça c'est quelque chose où on fait attention dans le cadre de nos recrutements. Après on recrute pas trop forcément des personnes qui sont nécessairement issues du monde de la restauration. Nous ce qu'on recherche principalement c'est le fait qu'ils soient solaires, qu'ils aient l'air, qu'ils sourient, qu'ils aient l'air heureux. Parce que c'est beaucoup plus simple d'apprendre à quelqu'un de solaire, quelqu'un de souriant à servir un bon café ou à préparer un bon café que d'apprendre à un bon barista ou un bon serveur à être chaleureux et à sourire. Après, quand on voit la perfection du matcha, il y a quand même des compétences techniques requises. Oui, non, ça c'est nous en interne qu'on... Vous formez en interne. Oui, on forme en interne et vu le nombre de cafés qu'ils font la journée, ils apprennent rapidement. D'accord. Évidemment que c'est important le recrutement, donc nous on regarde vraiment ça. Ensuite en termes de formation, la formation est évidemment très importante. On forme énormément nos managers. On a un programme de formation qui s'étale sur 2 à 3 semaines quand on forme quelqu'un à devenir manager. Et on a un programme de formation qui doit faire, je pense, 200 pages. Et rien que la partie service client doit faire une 50aine de pages. Donc ça montre à quel point c'est essentiel pour nous. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les avis sur Google ou sur TripAdvisor ou sur Yelp, puisque déjà, on est hyper bien noté, on est entre 4,8 et 4,9 sur 5 de notes moyennes sur chacun de nos salons de brunch pour entre 4000 et 10 000 avis. Donc c'est vraiment essentiel pour nous. Et ensuite, la plupart des commentaires de nos clients, quand ils laissent des commentaires, ils peuvent juste laisser une note comme ça, quand ils laissent des commentaires, ils mettent en avant, parmi d'autres choses, mais ils mettent en avant l'excellence de l'accueil. Donc en 2023, on commence nos échanges avec Smice et malgré tous ces avis... Ça date de 2023. Oui, ça va faire 2 ans en août. Magnifique. J'ai vérifié. Et effectivement, en août, commencent nos échanges, commencent les visites mystères. Et donc là, avec tous ces avis positifs, tu prends la décision de mettre en place des visites mystères 2 fois par mois dans les établissements. Et peut-être que je vais augmenter à 3 fois. Il faut que j'en discute. Et donc du coup, tu te dis, voilà, l'excellence opérationnelle, parce qu'on sent quand même cette exigence derrière, 200 pages, je pense que tout le monde n'est pas aussi poussé. Tu décides de lancer les visites mystères avec Smice. Alors pourquoi ? Déjà, je pense que c'est... moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait à l'international. En réalité, je ne regarde pas trop forcément ce qui se fait en France. Je regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis parce que, mine de rien, les plus gros restaurants en termes de chiffre d'affaires, les plus grandes chaînes viennent des États-Unis. Et beaucoup de marques cultes viennent des États-Unis en termes dans le monde de l'hospitality. Et la plupart de ces chaînes, de ces restaurants, ont un système de clients mystères. Et alors pourquoi, pour moi, c'est important et que j'ai voulu le faire? Parce que c'est bien beau, en fait, je vois ça à longueur d'Instagram, de podcasts, de journées, des restaurateurs ou des entreprises qui disent à quel point le service client est essentiel pour elles. Mais en fait, quelque part, on s'en fiche de savoir que c'est important pour nous, l'excellence du service client. Ce qui compte, c'est que le service client soit excellent. Ce qui compte, c'est pas qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui se passe. Et le seul moyen pour savoir
ce qui se passe, je pense, c'est pas que le patron il arrive et qu'il voit comment ça se passe. C'est que ce soit des personnes anonymes qui viennent avec une grille qui a été co-créée avec nous pour qu'on puisse déterminer de façon extrêmement personnalisée quels sont les points qui sont importants pour nous et qu'on puisse juger est-ce que ce qui est important pour Cozy sur plein de critères différents est ressenti par le client ou pas. On est allé très loin dans la personnalisation de la grille, ça a été vraiment un travail, comme tu le dis, de co-construction. Oui, et Noémie, là, elle va être ravie puisque là, on va de nouveau pas mal modifier pour aller encore plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que après 2 ans, il y a des choses qui fonctionnaient bien, des choses qui n'étaient pas forcément utiles, des choses qu'on voulait changer. Et en fait, c'est ça. Moi, je fonctionne beaucoup par itération permanente. On essaye, on échoue, on améliore et on recommence pour s'améliorer. Et c'est ce qui s'est passé avec Smice. Et là, je pense que la prochaine grille sera encore plus utile. Et on se sert également des notes client mystère Smice pour primer nos managers. Donc c'est essentiel qu'elles soient vraiment très bien faites parce qu'on ne veut pas pénaliser nos managers si la note n'est pas bonne, mais du fait que le questionnaire il n'est pas bien fait ou qu'on aurait pu mieux le faire. Donc c'est vraiment essentiel à la fois pour nous en tant qu'entreprise pour savoir en termes de ressenti client qu'est-ce qui se passe, mais c'est aussi essentiel que ce soit important pour les collabs et que ce soit une donnée importante pour les managers. Ça leur donne envie de se dépasser. Tu as l'impression que c'est quelque chose quand même qui les inspire. Ah oui, c'est évident. Quand sur un point précis, sur un rapport Smice, il y a une note qui n'est pas très bonne sur un point précis et que j'appelle le district manager pour savoir voilà, est-ce que tu as vu ça, il me dit ah oui, j'ai déjà eu mon manager, je lui ai déjà fait un retour. Donc oui, il faut très très attention à ça. Donc c'est tout à fait fidèle. En tout cas, il n'y a jamais eu de tiens, d'où vient ce commentaire, si justement, en fait, si parfois il y a un commentaire qui n'est pas forcément fair, qui n'est pas forcément comment on dit juste. Oui, voilà. Il y a pas parfois il y a un commentaire qui n'est pas juste, mais souvent, on s'est rendu compte que le commentaire n'est pas juste parce que la question n'était peut-être pas assez bien formulée. Et c'est tout ça qui nous fait améliorer continuellement la grille dans le but que ce soit utile pour nous et juste pour les collabs. Et qu'est-ce que tu mesures, par exemple, vraiment la politesse, le fait que l'accueil soit chaleureux, la qualité des plats? Qu'est-ce qui est important pour toi en termes de standards vraiment dans cette grille? Tu mets l'accent sur quoi? Ce qui est essentiel, c'est d'ailleurs on a un tag expérience Cozy qui n'est pas sur toutes les questions, mais c'est en fait on pointe du doigt certaines choses qui participent à l'expérience Cozy. Et on suit cette métrique-là de façon importante. Et donc, par exemple, dans cette métrique, il va y avoir est-ce que le client voit qu'il y a le bazar? Voilà, on n'a pas envie en tant que client que ce soit l'ouverture ou jusqu'à la fermeture, on regarde autour de nous et qu'il y ait des cartons, plein de cartons posés par terre. Bien sûr. On a envie de se sentir transporté dans l'univers du lieu et on n'a pas envie de voir les cartons du backstage. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il passe à différents moments, du coup, le week-end, la semaine, comme c'est toute la semaine, le soir, le matin, il y a différents moments. Alors, on n'est pas ouvert le soir, il passe uniquement en semaine, pas le week-end. Pas le week-end, parce que comme c'est comme là, on a le plus de monde, il y a le plus de files d'attente, on a préféré privilégier la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément important? La connaissance aussi, nous on a un standard, un pilier du service client qui est très important et qu'on enseigne à nos équipes, qui est être un expert. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que nos collabs, nos serveurs, nos baristas soient juste des passeurs d'assiettes ou des ouvriers du café qui appuient sur des boutons. On a envie aussi qu'ils soient des experts de leur domaine et notamment de Cozy, dans le but qu'ils puissent répondre aux clients et élever l'expérience du client grâce à leurs réponses. Donc on demande aux clients mystères de poser des questions spécifiques, techniques, pour voir si les collabs savent y répondre.
Et ça nous permet de nous rendre compte que parfois, il faut qu'on améliore aussi notre formation en interne. Ça nous pointe du doigt des choses où on doit s'améliorer. Tout n'est pas forcément parfait. C'est pas parce que j'ai envie que l'expérience soit exceptionnelle, soit légendaire, comme je dis souvent, pour nos clients, que j'y arrive à tous les coups. C'est un travail de tous les jours en fait, de maintenir une expérience client légendaire. Et je pense même que la volonté de maintenir et d'élever une expérience client à un niveau très élevé, ça fait partie des valeurs profondes d'une entreprise. Oui, parce que tu harmonises entre les COSI, et après chaque fois qu'une formation, tu vérifies que la formation est maîtrisée, et une fois que c'est maîtrisé, tu élèves les standards en fait. C'est ça l'idée aussi. Honnêtement, oui. C'est ça. toujours de l'avant. Donc c'est sans fin, en fait, c'est une amélioration continue. Puis oui, j'imagine que tu recrutes aussi des nouvelles personnes qui doivent maîtriser cette grille. Alors la grille de tous les standards, de la formation, cette traduction en expérience client, doivent le maîtriser. Et on met les moyens pour. Par exemple, là on a recruté il y a 2 mois un Chief Beverage Officer, donc un responsable boisson, dont le travail est de créer les formations et former nos baristas et d'ailleurs également nos serveurs sur le café, sur l'histoire du café, sur les origines du café, sur le goût du café, et donc d'élever le niveau et la compétence, et donc aussi quelque part la passion du café de tous nos collabs au sein de COSI. C'est un coût, mais c'est un coût qui est essentiel pour nous. Donc en fait, c'est pas juste des mots l'expérience client. Il y a aussi des actions qui sont prises à travers les clients mystères, qui nous permet de suivre les données et de voir là où on doit s'améliorer, et à travers ensuite des investissements dans le but d'améliorer ce qu'on a constaté qui devait l'être. Et puis tu investis, est-ce que ensuite ça se répercute bien dans le discours? Est-ce que réellement c'est maîtrisé? Est-ce que c'est bien perçu? Alors bien perçu, c'est sûr que oui. Par les collabs, c'est sûr que c'est bien perçu. Après, est-ce que ça va marcher? Ça fait que 2 mois qu'il est arrivé. Et puis il fait pas que ça, il fait aussi de la R&D, il fait aussi de la R&D produits, donc on est toujours en train d'innover sur nos produits, donc il y a aussi de la R&D produits, mais c'est trop tôt pour le savoir, mais je pense qu'il va avoir un gros impact. Et encore une fois, c'est un renforcement de notre culture d'entreprise dans la volonté de créer des experts qui permettent d'élever l'expérience du client. Et en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments précis et fournis. Merci. J'ai vraiment envie de savoir un peu quelles sont les prochaines étapes de COSI, quels sont tes projets pour l'avenir. Écoute, là, il y a très peu de temps, on a ouvert notre 5e salon de brunch qui se situe littéralement en face du centre Pompidou. Donc vraiment le musée contemporain de niveau mondial. On est en face, c'est-à-dire que tu pourras boire ton café filtre ou ton matcha latte à la vanille assis et regarder le centre Pompidou en face de toi. Alors il va être en travaux quelques années, mais c'est pas grave. L'environnement va rester fertile en émotions, et il y a toujours ce côté un peu village parce qu'il n'y a pas de voiture qui passe. Oui, c'est vraiment très agréable. Et je peux également te dire que à l'automne, nous allons ouvrir notre 6e salon de brunch. Fantastique, on a hâte. Et je te dirai bientôt où ça se trouve. Oui. Prochaine fois. Merci Antoine. Avec grand plaisir. Nous, on voit plein, en tant qu'agence de mystery shopping, on voit plein de concepts qui émergent, plein de concepts qui veulent se développer en franchise très très vite. Moi, je voudrais savoir un peu, selon toi, quelles sont les clés en fait, d'un concept vraiment qui est durable, sur quel point en fait, il faut être vigilant pour avoir un bon concept. C'est un point qui est essentiel, ce que tu es en train d'évoquer. C'est quelque part la vision à long terme et la pérennisation d'un concept. Moi, j'ai une expression que je dis à tout le monde. Je dis cette expression à mes architectes quand on conçoit un lieu. Je dis cette expression à mes équipes. Moi, ce que je souhaite, c'est... Je veux pas créer un feu d'artifice qui brille extrêmement fort, mais de façon très fugace. Moi, ce que je veux créer, c'est un concept qui soit built to last, créé pour durer. Et je pense que ce qui fait la différence fondamentale entre un
concept qui va s'élever dans les firmaments des cieux et un concept qui va paver le sol des cimetières, des concepts qui se sont écrasés. C'est la fidélité presque maniaque à des valeurs socles, des valeurs piliers. C'est quoi des valeurs piliers pour moi? C'est une étoile du berger, c'est une boussole, c'est vraiment quelque chose qui, même dans la nuit noire, tu peux regarder et tu sais quel cap tu dois continuer de prendre. Et j'irai même plus loin, une valeur socle, c'est une valeur qui, même si dans 100 ans, la société venait à te reprocher d'adhérer à cette valeur, tu continuerais d'y adhérer. C'est ça une valeur socle. Et chez Cozy, je pense qu'on a deux valeurs socles qui sont que nous ne faisons absolument rien qui va venir dégrader l'expérience du client et nous ne faisons absolument rien qui va venir dégrader l'expérience du collab. C'est-à-dire que toutes nos décisions, tout ce que l'on fait dans l'entreprise, depuis la conception d'un lieu, depuis la hauteur d'un bar, depuis le choix d'une machine à café, depuis tout, est fait d'abord en réfléchissant à est-ce que ça va venir dégrader l'expérience du client. Si la réponse est oui, on ne le fait pas. Et est-ce que ça va venir dégrader l'expérience du collab? Et si la réponse est oui, on ne le fait pas. Et je pense que ces deux valeurs socles ont un gros impact sur notre façon d'appréhender l'expérience client et qu'est-ce qu'on fait pour vouloir élever l'expérience du client ou alors en tout cas la maintenir quoi qu'il arrive, même lorsqu'on va se développer. Quand on se développe trop rapidement, par exemple en franchise, on peut très facilement se perdre dans la croissance et oublier qu'au final, ce sont les gens qui font tourner une entreprise et ce sont les clients qui payent les gens qui font tourner une entreprise. Et c'est deux maillons essentiels de ce qui fait la réussite d'une entreprise. Pour nous, c'est nos diamants auxquels on ne fera aucune concession. Très bien. Sur quoi tu mets vraiment de l'attention? Quel est le concept un peu du lieu? Comment tu traduis ça dans les valeurs? Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que dans les 4 premiers Cozy, on a travaillé avec le même architecte et donc on a créé une sorte de direction artistique pour Cozy avec ce que j'appelle des piliers architecturaux qu'on va retrouver dans tous les Cozy, même si le lieu en tant que tel peut évoluer dans son architecture. Et ce qui est très important dans ce pilier architectural, ça va être le cuir pour donner le côté chaleureux, ça va être le bois qui va donner aussi le côté chaleureux, le marbre qui va donner un côté plus précieux. Voilà, on élève aussi le ressenti client à travers ça. Il va y avoir le laiton qui va donner une touche métallique mais quelque chose de chaleureux et évidemment la lumière également. Maintenant, on travaille avec un nouvel architecte pour nos futures ouvertures et j'ai dû réfléchir, parce qu'on allait faire évoluer l'architecture, j'ai dû réfléchir à, au final, qu'est-ce que c'est que Cozy en termes de direction artistique, en termes d'âme architecturale. Et j'ai dû lui expliquer et je ne pouvais pas juste lui montrer ce qu'on avait fait avant, il fallait vraiment essorer ce que c'était pour aller jusqu'à l'essence même. Et en fait, pour moi, Cozy, c'est 3 choses en termes de ressenti. Ça va être la chaleur, la lumière et le côté intérieur-extérieur. On a bien ici. Et ensuite, la déclinaison peut changer en fonction de l'architecte pour donner de la fraîcheur au lieu que ce ne soit pas tout le temps la même chose, que ce ne soit pas monolithique, que ça reste actuel. Mais ces 3 piliers-là, qui au final peuvent être interprétés de plein de façons différentes, vont rester. Et j'ai pas ajouté le dernier pilier tellement il est évident, c'est le bleu Cozy, le bleu roi, le bleu profond Cozy qui est que j'adore, qui est chic, frais, comme un ciel de début de soirée dans le sud. Oui, c'est ça.